Alors derrière ce titre, il se cache pas mal de choses. En fait, l'objectif de ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut faire des recommandations sans forcément avoir des choses très compliquées ou très longues. Et puis c'est aussi pour contrecarrer un petit peu, comme je suis passé par pas mal d'agences, c'est vrai qui m'ont beaucoup appris d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire beaucoup de slides pour satisfaire le client, et puis parfois le client n'a pas la poignée pour tenir la valise, et donc il sait pas quoi faire avec toutes ces slides. Et donc là, c'est un petit peu de vous présenter ma méthodo, mon approche, et puis au travers de ça, passer par des petits exemples techniques, pardon, de choses qui me sont arrivées en SEO ou de bonnes pratiques que j'utilise et que je recommande à mes clients. Alors, concernant mes spécificités, je fais donc beaucoup de SEO technique. Je suis à mon compte, donc effectivement, après être passé par un certain nombre d'agences, comme le mentionnait Dan. J'aime bien les sites à forte volumétrie de pages et d'URL à traiter, d'où l'analyse de log, et également tout ce qui est refonte et migration, que j'affectionne plus particulièrement, et que je vois plutôt là où certains SEO voient ça comme quelque chose de dangereux, de risqué, qui fait peur. Moi, c'est plutôt une opportunité pour recommencer à zéro, partir avec un site sain, se débarrasser de tout ce dont on ne se sert plus, un petit peu comme quand on déménage. Où vous savez, il y a toujours du tri à faire avant. Et pour moi, les refontes et migrations, c'est vraiment une super opportunité pour mieux faire. Et puis, j'attache un intérêt plus particulier à tout ce qui est web performance et config serveur. Et effectivement, je suis ambassadeur abondance, ce qui veut dire que je participe régulièrement déjà aux, euh, aux articles qui sont dans la lettre réacteur.com, donc la lettre professionnelle d'abondance, qui est une lettre mensuelle avec des articles aussi divers que variés. Et également, chez Abondance, j'ai des partenariats justement sur des clients qu'on peut avoir en commun avec Abondance. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec cette nouvelle équipe qui a pris la suite d'Olivier Andrieux. Alors, on va y aller. Déjà, c'est la fin d'après-midi, donc merci de rester jusque-là. Je vais essayer d'être un petit peu ludique pour vous divertir. Pas que ce soit trop lourd, parce que j'imagine que vous avez vu beaucoup de choses riches en informations. Donc, je vais essayer d'être plus ou moins light, mais comme j'aime bien la technique, je vais essayer de rendre la technique digeste. C'est pour ça que tout ça, ça va se faire autour de la nourriture et de Ratatouille, hein, ce petit dessin animé que j'affectionne particulièrement. Et pour commencer, j'avais cette vidéo, mais alors là, il y a le lien, mais je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Mais effectivement, une vidéo qui est assez intéressante, qui montre justement un rat qui doit arriver tout en haut là, sur la petite planchette que vous voyez parce qu'il y a de la nourriture. Et il est très rusé puisqu'il s'est rendu compte qu'il y avait un petit chariot à roulettes qu'il pouvait déplacer, qu'il pouvait mettre en bas de ce grand bout de bois pour sauter dessus et pour arriver à manger. Et à travers ça, ce que je peux vous dire, c'est que parfois, il faut sortir pas hésiter à sortir des sentiers battus pour arriver à ses fins. Et on a souvent tendance à avoir la même routine quand on fait un audit, c'est-à-dire le même template, etc. Et dans la mesure du possible, j'essaye de faire différemment à chaque fois parce que je trouve que même si on a quand même entre le crawl et l'indexation, on a quand même des grands principes qui se retrouvent sur tous les sites. Mais je pense que chaque client a ses spécificités, son CMS, son installation, son mode de fonctionnement. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas faire pareil. Et c'est ce que je vais vous amener à travers cette présentation. Ce vers quoi je vais vous amener. Donc, on va essayer de donner à manger à nos clients avec peu d'ingrédients. Donc, ça veut dire ne pas les noyer sous une tonne de recommandations qui ne sauront pas par quel bout prendre et comment les prioriser. Donc, l'idée, ça va être vraiment de les accompagner sur les recos. Déjà un petit peu en mode quick win, les choses rapides à faire qui peuvent avoir un impact fort. Et après, prendre conscience de tout leur écosystème. C'est ce que je vais aborder juste après. Quand je parle de ne pas suivre de recettes à la lettre, ce que je veux évoquer, c'est que c'est justement le fait de ne pas toujours avoir la même ligne de route. Alors, on peut avoir une checklist SEO d'éléments à vérifier, d'éléments techniques. Tiens, est-ce qu'il y a des URL qui sont explorés, qui ne sont pas indexés et remettre tout ça dans l'ordre. Mais voilà, le problème, c'est quand je ne sais pas si vous voyez cette image là qui est un petit peu de sortir du cadre. L'idée, c'est vraiment ça, c'est sortir du cadre habituel parce que c'est comme ça qu'on arrive à découvrir des petites choses et on tire une ficelle et ça nous amène à autre chose à chaque fois. Et c'est ce rôle de détective que j'aime beaucoup dans le SEO. Et puis parfois, on peut faire simple et on se prend la tête avec des recos très très compliqués.
alors qu'il y a des éléments qui nous permettent de gagner du temps et d'aller beaucoup plus vite, et je pense notamment à l'IA. Alors c'est marrant parce que ça a été évoqué un petit peu juste avant, mais c'est vrai que le premier point, enfin, ce à quoi je suis très souvent confronté, j'étais souvent confronté en agence et je suis encore maintenant que je suis à mon compte, c'est la capacité du client à intégrer les recommandations. Et on se rend compte que parfois, en fonction des clients, c'est eux-mêmes qui le font. Ils travaillent avec un freelance qui va intégrer les recommandations, ou alors c'est une agence externe qui va implémenter les recommandations. Qui dit agence externe dit bah voilà, vous allez avoir une recommandation avec un super PowerPoint, vous allez l'envoyer au client, le client va l'envoyer à l'agence qui intègre, et l'agence qui intègre va dire ça coûte 25 000 euros. Et là, il faut se poser la question, est-ce que toutes mes recos, elles valent 25 000 euros d'intégration? Et donc très souvent, on fait un petit retour en arrière et puis on priorise. Mais maintenant, plutôt que de faire un retour en arrière, j'essaye de prendre de l'avance pour bien comprendre comment ça marche chez clients, qui fait quoi, qui pourra faire quoi, est-ce que le SEO est connu ou pas, parce que sinon il va falloir faire de l'évangélisation. Parce que les devs, ils ont des to-do parfois longs comme le bras, et c'est pas qu'ils aiment pas le SEO, c'est qu'ils comprennent pas forcément à quoi ça sert. Ils reçoivent des tickets et on leur dit bah tiens, faut intégrer un fil d'Ariane avec des liens href, faut mettre des données structurées, etc. Et derrière, ils voient pas forcément l'intérêt. S'ils voient l'intérêt, il va beaucoup mieux intégrer, en tout cas le prendre en compte plus rapidement. C'est pour ça que dans chaque recommandation, il faut bien comprendre le rôle et l'objectif de chaque reco pour que ce soit bien pris en compte par les développeurs et pour éviter de se retrouver avec des tickets SEO qui sont toujours en bas de la pile. Chez certains clients, j'ai eu la chance d'avoir des sprints qui sont dédiés au SEO. C'est-à-dire quand on se rend compte que la to-do est vraiment longue, ce n'est pas des éléments SEO qui sont intégrés dans les sprints, là, les sprints de 2 semaines, là où on ne peut rien toucher, et puis où après ça va passer en prod, etc. Et puis parfois, c'est pas possible, et donc on est dans le run, c'est-à-dire que ça avance un petit peu au fil de l'eau, on essaye de pousser les recommandations au fur et à mesure. Ce qu'il faut voir, c'est que parfois, il n'y a pas du tout de bande passante côté client, donc il peut y avoir un côté frustrant. Vous envoyez plein de recos, le client n'a pas la bande passante pour les intégrer, et puis au final, effet déceptif. Bah ouais, c'est gentil le SEO, mais ça n'a rien fait, il n'y a pas de trafic sur notre site, et donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir bien prévenir et de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait suffisamment de ressources qui soient disponibles pour le SEO. Et donc là, j'ai cette image un petit peu en tête de dire, bah voilà, le PPT X en grande quantité qui n'est pas toujours digeste. Et donc là, on voit un plat, c'est de la brandade, je crois, avec plein de choses à manger. C'est un peu lourd, c'est pouf pouf. Et à côté, le même, mais en version gastronomique. Donc on a l'impression qu'on a moins à manger. Mais en fait, c'est tellement bon qu'à la fin, on n'a plus faim parce qu'on a savouré son plat. Et c'est ce que je voudrais faire, c'est faire savourer mes recommandations aux clients dans la mesure du possible. Et là, essayer de garder cette image en tête toujours. Et au niveau des recommandations, pareil, parfois il y a des recommandations qu'on peut faire qui vont faire plaisir aux clients parce que, imaginez, tiens, il y a moins d'URL qui sont, il y a pas suffisamment d'URL qui sont indexées. Alors on va tout forcer, tout faire indexer, mais finalement peut-être qu'on va faire indexer des pages qui sont pas hyper pertinentes ou mal travaillées. Donc sur le papier, on aura plein de pages indexées, donc ouais, c'est super, le SEO a bien travaillé, mais au final, est-ce que ces pages indexées étaient vraiment pertinentes et travaillées? Donc là, c'est vraiment la démarche de se dire, c'est beau sur le papier, mais au final, est-ce que ça apporte grand-chose ou non? Et puis, parfois, il y a surtout des recommandations qui ne peuvent pas être implémentées. Et là, ça va vous demander, alors que vous soyez euh, à votre compte ou en agence, de vraiment prendre la température pour comprendre tout l'écosystème du client. Qui fait quoi? Qui va pouvoir intégrer? Quel est le CMS? Quel est le type de serveur? Parce que parfois, sur certaines choses, on va avoir des recos qui vont être géniales. Je pense notamment sur les sites de e-commerce, la navigation à facettes, on va vouloir faire des liens par-ci, par-là, etc. Mais dans les faits, rentrer dans Magento ou dans PrestaShop et faire tous ces trucs-là, parfois, c'est hyper compliqué. Et donc, ça sert à rien de faire 30 slides et 30 pages de recommandations sur un truc qui pourra jamais voir le jour. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'aller à l'essentiel. Et également de voir le rapport gain-faisabilité sur des recos où le gain sera relativement faible et la faisabilité plutôt complexe, auquel cas on essaiera de passer à côté de ces choses-là. Là, je vous présente un exemple. Donc, je préviens mes clients, en général, je leur dis, vous attendez pas forcément à des kilomètres de slides ou autre. Là, c'est Airtable, un outil que j'affectionne particulièrement,
qui me permet, là, vous n'avez pas forcément toutes les colonnes, mais chaque ligne correspond à une recommandation SEO. Je sais quel est son objectif, ce qu'elle concerne, quel est son impact, quelle est l'action à mener derrière, donc j'ai une colonne action, quel élément concerné, est-ce que c'est de l'indexation, du crawl, des données structurées ou autres, également le type de page qui va être concerné, après j'ai des URL en exemple, et puis des screenshots parce que c'est toujours plus digeste. Et donc ça permet de travailler assez facilement avec les clients qui ont, eux, leur propre système de gestion de suivi avec des tickets Jira ou autres. On peut même faire des synchronisations entre Airtable et Jira, ce qui est assez formidable. Et après, voilà, ce fichier sert vraiment de fichier pivot et c'est beaucoup plus simple à passer en revue qu'un certain nombre de slides. Après, je ne dis pas que je ne fais pas de slides à côté, parce que parfois, quand on a besoin d'explications, c'est bien d'avoir un support suffisamment costaud pour mettre des images, des captures avec des flèches dans tous les sens, etc. Mais là, on peut très bien faire un pont vers Notion ou des outils comme ça. Et ça marche plutôt pas mal, en tout cas, ce mode de fonctionnement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une autre vue. Là, vous avez une vue à gauche du backlog SEO, justement, et on voit justement combien il y a de tickets, quelles sont les pages qui ont le plus de tickets associés. Donc là, par exemple, on va peut-être se dire, ah bah tiens, les pages produits, il y a 7 tickets qui sont associés. Donc peut-être que ça va rentrer dans un sprint dédié aux pages produits, dans lesquelles on va implémenter toutes les recommandations. On voit aussi quel type de recommandation est le plus concerné. Donc là, c'est assez dispatché entre le crawl, le maillage interne, etc. Il y a un peu de tout. Mais c'est assez intéressant parce que ça permet de savoir où on va mettre l'accent. Et en fait, le fait d'écrire des tickets, de rédiger au fur et à mesure, voilà, on fait l'audit, on fait l'analyse, et puis au fur et à mesure, on complète ce tableau Airtable. Après, quand on regarde le rendu ici, on se dit, ah ok, donc en fait, le site, il a quoi? Il a un gros problème de pagination, il y a beaucoup de données structurées à mettre en place, et donc ça permet d'avoir un peu une image globale de ce vers quoi on veut tendre. Et puis à droite, vous avez une autre vue, donc qui est toujours dans le même outil Airtable, qui permet, juste avant, on en parlait, qui permet justement d'afficher ticket par ticket. Et donc là, de façon détaillée, on a le détail, l'impact, l'action, et puis tout ce dont on a besoin. Et Notion aussi que j'utilise beaucoup. C'est bien Notion quand on a des bouts de code HTML à mettre. Je pense aux données structurées justement. C'est beaucoup plus facile au client de le copier-coller plutôt que d'avoir un fichier texte à côté ou un fichier Word qui va être un peu catastrophique avec tous les retours à la ligne qu'il va générer, etc. Donc voilà, un petit combo Notion Airtable pour aller plus vite pour les clients. N'hésitez pas à noter vos questions par la suite, parce que l'idée, c'est que ce soit un peu interactif. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on puisse échanger après, parce que je trouve ça plutôt sympa. J'ai l'impression de parler dans le vide, là, comme je n'ai pas les retours. Au niveau de la Search Console, je trouve ça assez intéressant de vous en parler. Pourquoi? Parce que parfois, j'ai des craintes de clients qui ont accès à la Search Console, qui voient des choses qui n'ont pas forcément les clés pour les expliquer. Et puis, parfois, on se plonge dans la Search Console, on panique parce qu'il y a des messages d'erreur ou des alertes. Mais voilà, faut relativiser parce que la Search Console, ça dit tout. Mais après, c'est à vous de vous faire votre vision en fonction de ce que vous voyez. Et c'est ça que j'aimerais, c'est cette sensibilité-là, en fait, que j'aimerais vous apporter. Alors, sur la Search Console, ça, c'est un exemple. C'est quelque chose que je n'aime pas trop, la position moyenne globale. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt dans la mesure où c'est la position moyenne sur tout un tas de mots-clés, beaucoup de mots-clés. Donc là, je vous prends un exemple, c'est un site qui a migré. On voit qu'il y avait énormément de très bonnes positions moyennes et très peu de trafic avant. Pourquoi? Parce que c'était un site en .com et en fait le .fr on l'a migré sur le .com. C'est pour ça qu'après on a une hausse de trafic puisque le FR migre sur le .com, donc on a plus de trafic sur le .com comme vous voyez ici. Mais la position moyenne chute. Et donc ma cliente m'a posé cette question, m'a dit Emery, qu'est-ce que c'est grave, on a la position moyenne qui chute. En fait, ce qui se passe, c'est que avant la migration, le site qui était en .com se positionnait uniquement sur des requêtes marques. Donc requête marque, qui dit requête marque dit très bonne position. Et c'est tout. Il se positionnait très peu sur des requêtes middle tail, long tail, donc la position moyenne était très élevée et on générait que du trafic marque. Maintenant que le site FR est passé sur le .com, donc .com/fr, on se retrouve avec beaucoup plus de mots-clés positionnés, plus loin dans les SERP, mais avec beaucoup plus de trafic parce qu'on a effectivement un site qui est plus réactif à différents mots-clés. Donc là, je l'ai rassuré, je lui ai dit, OK, les positions moyennes baissent, donc j'ai expliqué, mais le trafic, il va bien. Donc, en fait, que les positions moyennes, elles baissent, c'est pas très grave tant qu'on voit que le trafic, il monte. Ce qui est intéressant, c'est de travailler aussi ce qu'on va appeler les pages canoniques. Alors, quand je parle de pages canoniques, c'est
les pages qu'on veut montrer à Google, les pages principales, quoi, le contenu unique. C'est une option qui n'est pas forcément visible, mais quand vous êtes dans la partie page de la Search Console, vous pouvez filtrer justement pour afficher soit toutes les pages connues, soit toutes les pages soumises, c'est-à-dire les pages qui ont été soumises via un sitemap, ou alors toutes les pages qui n'ont pas été soumises via un sitemap. Donc ça veut dire toutes les URL que Google a découvert tout seul comme un grand en suivant des liens. Et donc on peut affiner un petit peu aussi sa stratégie. Si on a des différents sitemaps, là pour moi c'est le vrai intérêt des sitemaps, c'est que quand on a différents sitemaps, soit par catégorie, soit par type de page, on va pouvoir affiner et du coup aller plus rapidement dans les problématiques, voir quelles problématiques concernent quel type de page. Et bien évidemment, on peut cocher la petite case impression pour afficher en surimpression l'évolution des impressions dans les pages de résultats. Donc parfois, c'est intéressant quand on fait un gros nettoyage, qu'on a beaucoup plus de pages en non-index, sur un site qui était pollué justement par une grande enveloppe de contenu de pages peu quali, ça peut avoir un impact. Et donc, on s'est rendu compte sur certains sites qu'en nettoyant les pages peu quali, et j'en parlerai tout à l'heure, on a réduit le nombre de pages indexées, mais à l'inverse, on a augmenté les impressions parce que ce qui était évoqué tout à l'heure, des filtres comme Panda ou autres, ça peut avoir un impact au global sur votre site. La petite question de mince, j'ai des pages qui sont indexées malgré le blocage dans le row.txt. C'est pas grave. Il faut comprendre cette recommandation. Il y a indexé et indexé. Je m'explique. On peut avoir une URL qui est indexée, c'est-à-dire l'URL, la référence de la page et son contenu dans l'index de Google, mais on peut aussi avoir l'URL toute seule qui est indexée, sans que Google n'ait crawlé la page et ne connaisse son contenu. Ça, c'est ce que vous voyez ici, dans cet élément-là. Quand c'est indexé malgré le blocage dans le row.txt, ce sont des pages que Google a vues. Ils les aiment bien parce qu'elles reçoivent des liens. Donc parfois, c'est des liens externes, parfois, c'est des liens internes. Et il se dit, comme cette page, elle reçoit beaucoup de liens, elle est peut-être pertinente et donc je vais la mettre dans mon index. Mais je n'en connais pas le contenu. Il faut regarder que ces pages-là, si vous essayez, donc là, on a un pattern avec panier, point d'interrogation égal. Si on regarde dans les performances dans la Search Console des pages qui contiennent ce bout d'URL, on va voir que ça a généré zéro trafic. Donc, ce n'est pas très grave en soi. Si on en a beaucoup, ça peut être embêtant, plutôt dans le sens où, comme Google, quand il voit des pages qui reçoivent beaucoup de liens, mais qui sont bloquées dans le .txt, il a quand même envie de les mettre dans son index. On peut plus se poser la question, j'ai beaucoup de liens, j'ai beaucoup de pages qui sont maillées, mais qui sont bloquées dans le .txt, ça veut dire que je mets du jus à la poubelle. Et donc, la question à se poser, c'est pas de se dire, ah mince, j'ai des pages j'ai des URL, parce que c'est pas des pages, c'est des URL juste qui sont dans l'index, et on va les faire désindexer avec une balise non index, en ouvrant le row.txt juste avant. On va pas forcément faire ça, on va plutôt se dire, tiens, j'ai du jus qui part à la poubelle, Google, il voit ces URL parce qu'elles reçoivent des liens, il a quand même envie de les mettre, et donc, comment je fais pour éviter d'envoyer de la popularité vers ces pages que je ne veux pas voir dans l'index de Google. Et d'ailleurs, ce que dit Google dans sa documentation, je vous laisserai lire, mais c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué, c'est voilà le fait que nous explorons et nous n'indexons pas le contenu bloqué dans le fichier row.txt, mais nous pouvons toujours trouver et indexer une URL non autorisée si elle est référencée ailleurs sur le web. Donc c'est vraiment ça que ça dit. On s'est même rendu compte dans certains cas, si j'ai plein de sites qui font des liens vers une page qui est bloquée dans le .txt et que donc des sites externes et que l'encre de lien sur les sites externes est toujours le même, et au lieu d'afficher un titre, parce que quand une URL est bloquée dans le .txt, il n'y a pas de titre, je ne sais plus trop ce que ça affiche, mais ça affiche un truc, et puis il y a une métadescription, aucun descriptif n'est disponible, ça affiche juste l'URL en fait, et au lieu d'afficher juste l'URL dans les pages de résultats, ce sera l'encre de lien qui pointe vers cette page, qui est bloquée dans le .txt qui apparaîtra. Donc voilà ce que dit Google. Ils expliquent que si on veut les faire désindexer, pour moi, c'est un peu un effet de bord de la folie du crawl de Google, de la folie de vouloir indexer plein de choses, toujours en se basant sur ce système de liens. Et sur tous les sites sur lesquels j'ai vu ce problème de URL indexé malgré un blocage dans le row.txt, c'est souvent des URL de facettes ou alors des URL de panier ou de login qui n'ont aucun intérêt. Donc là, on va vraiment passer par des techniques pour éviter de la diffusion de popularité perdue à la poubelle. Et donc, on va faire de l'obfuscation de liens qu'on évoquera tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on avance un peu dans la Search Console, par où commencer? Et c'est là où on a tout un tas d'erreurs.
qui sont affichés avec la chance d'avoir quand même des petits graphes qui nous indiquent un petit peu comment évolue le problème dans le temps. Donc là, on voit qu'on a une hausse d'URL qui sont bloquées par l'euro.txt. Faites attention parce que par défaut, on n'a que 10 éléments affichés, 10 items. Je vous préviens parce que j'ai déjà vu des personnes faire l'erreur. En réalité, il peut y en avoir plus. Il y a un petit système de pagination ici. Et là, il se trouve que quand on avance dans la pagination de ces problèmes dans la Search Console, on se rend compte qu'il y a un problème qui concerne plus de 6 millions d'URL qui est relégué en deuxième page. Donc, ayez ce réflexe quand vous arrivez sur cet onglet page de la partie index de la Search Console, de cliquer justement sur page en haut pour les classer par ordre décroissant et de voir le nombre d'URL et les problèmes concernés pour savoir un petit peu où vous allez devoir mettre l'accent. Au niveau des différentes erreurs qu'on peut retrouver, alors attention, ce n'est pas fermé ce que je vous mets, mais on pourrait les dispatcher en deux grandes colonnes. Il y a le pas grave et le plus grave. Le pas grave, c'est quoi? C'est des URL qui sont bloqués par le fichier .txt. Alors si c'est de notre propre chef, si on les a bloqués volontairement, il n'y a pas de souci. Voilà, on ne veut pas qu'elles soient crawlées, elles sont bloquées par le robot.txt, on est content. On va juste faire une vérification de ces URL, regardez si c'est bien des URL qu'on veut bloquer, puisque Google nous donne un petit échantillon de 1000 URL par problématique, et donc on va voir si on retombe sur nos pieds. Les pages avec redirection, c'est normal, elles ne sont pas indexées les pages avec redirection, puisqu'il s'agit de redirection. Donc là, ça va être toutes les 301, les 302 que vous pouvez avoir sur votre site, et également l'historique. Et là, je mettrai juste un petit warning sur les sites de e-commerce qui ont tendance à rediriger les pages produits qui n'existent plus vers les pages parentes, les pages catégories. Tiens, j'ai un canapé rouge en cuir qui n'existe plus parce que le modèle n'est plus fabriqué par Maison du Monde, j'en sais rien. Et ben, on va rediriger canapé rouge en cuir vers la page canapé en cuir. Et tout ça, ça va s'accumuler dans le temps. Plus on va avoir de produits nouveaux et puis qui sont expirés en rupture de stock, etc., plus on va avoir de redirections. Et à la fin, on va se traîner un certain nombre de redirections qui sont crawlées par Google et qui ne sont pas forcément pertinentes. Pourquoi? Parce que dans une plus ou moins grande partie des cas, ça va être des URL produits qui ont généré très peu de trafic et qui ont peu de valeur aux yeux de Google. Alors attention, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, mais dans certains cas, il vaut mieux ne pas rediriger ces URL, les renvoyer en 410. Pourquoi? Parce que de nouvelles URL vont prendre le relais. Les URL en question, elles ne vont plus être maillées sur le site. Donc les URL, un produit qui est en rupture de stock, il ne va plus être maillé sur le site. Donc il va avoir moins de poids SEO. À l'inverse, une nouvelle page qui est un nouveau canapé rouge en cuir, lui, il va recevoir des nouveaux liens. Et donc la page prendra la suite. Tout ce qui est exclu par la balise non index, faut juste vérifier que c'est bien des choses qu'on a mis nous et qu'on veut ne pas indexer. Les soft 404, qui sont les URL qui ressemblent à des 404, ou alors les redirections 301 vers la home, s'il vous plaît, évitez de faire ça. Pourquoi? Parce que ça peut être hyper nocif. On a cette solution de facilité de se dire, ah bah tiens, cette URL-là, je ne sais pas vers quoi je vais la rediriger, je vais la rediriger vers la home. Google sait très bien que votre page produit ou article, le contenu, il ne va pas trouver le même sur la page d'accueil. Donc, au mieux, il ne prend pas en compte la redirection. Et au pire, s'il y a trop de redirection, ça peut être considéré comme de la manipulation de page rank. Bah oui, parce que si j'envoie plein de 300 vers ma page d'accueil, je montre à Google que je veux lui envoyer du jus. Et si mes redirections ne sont pas forcément pertinentes, ça peut plomber une page d'accueil. C'est déjà arrivé à un client qui avait redirigé beaucoup d'URL vers sa page d'accueil. Conclusion, quand on tapait la requête marque, son site, au lieu de se positionner premier, il se positionnait derrière la page Facebook et la page, le profil Instagram et la page Wikipédia. Dommage. Pour ce qui est de plus grave à corriger, ça va être toutes les erreurs serveurs. Là, il va falloir plutôt alerter les clients de dire attention, on a des erreurs sur le site. Parfois, le serveur ne répond pas ou répond surtout qu'il est en maintenance ou qu'il n'arrive pas à générer le contenu. Ça, c'est des URL qui, assez rapidement, peuvent dégringoler dans les pages de résultats. Donc là, il va falloir veiller et regarder quel type de page ça concerne. Pourquoi? Parce que si vous dites juste à la personne de l'IT, on a des erreurs 500, etc. Non, il va falloir lui expliquer sur quel type d'URL, lui montrer des exemples, quand est-ce que ça s'est passé, et ça va pouvoir potentiellement permettre de recouper avec des mises en prod qui ont été problématiques, et après mettre tous les garde-fous possibles pour éviter que ça se reproduise. Et puis, alors ensuite, on a un certain nombre d'erreurs avec les canonical, mais ça, on y reviendra. Et pour finir, on a toujours ces deux erreurs de la Search Console qui sont la page est explorée
mais elle est actuellement non indexée. La page a été détectée, mais elle est actuellement non indexée. Il ne faut pas trop s'en faire de ces erreurs-là. Pourquoi? Alors, pas tout le temps, mais dans de nombreux cas, une page qui est explorée mais pas encore indexée, là, je vous prends un exemple de pages qui sont listées ici, qui étaient notées comme explorées actuellement non indexées, c'est le 24 septembre. Là, j'ai cliqué dessus aujourd'hui, elles sont indexées, elles ont été indexées entre-temps. Donc, forcément, ça prend toujours un petit peu de temps. Google a sa file d'attente. C'est pour ça qu'aussi les URL qui sont détectées et actuellement non indexées, c'est des URL qu'il a dans sa to-do, qui doit crawler, mais qui n'a pas encore, pris en compte par son crawler. Donc voilà, il faut rester relativement serein par rapport à ces erreurs. Après, si vous voyez des URL anciennes, là, vaut mieux remonter le temps, parce que là, c'est dernière exploration qui est affichée en premier. Si vous avez des URL, par exemple, qui datent du mois d'août ou de début septembre, et si vous les inspectez et qu'elles ne sont toujours pas indexées, là, va falloir se poser d'autres questions. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de maillage? La page est trop peu maillée, à peu de signaux. Est-ce que la page est pertinente? Est-ce qu'elle n'est pas dupliquée ou est-ce qu'elle ne se cannibalise pas avec une autre page? Peut-être parfois, Google n'arrive tout simplement à pas trouver le sens de la page, de quoi elle parle réellement. Auquel cas, il faudra faire les optimisations nécessaires. Je vois que le temps avance, alors j'essaye d'accélérer un petit peu. Donc là, vous avez une petite traduction des erreurs de la JSC, parce que parfois, c'est pas tout à fait clair qu'on a autre page avec une balise canonique correcte, page en double, Google n'a pas choisi la même, etc. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu les traductions pour que vous sachiez mieux prendre ces problèmes. Une chose est sûre, c'est que la canonical, c'est un espèce de pansement sur une jambe de bois. Pourquoi? Parce que Google ne sait toujours pas gérer le contenu dupliqué correctement. Donc, il nous demande de le faire à sa place et de lui indiquer quelle est l'URL principale. Il fait n'importe quoi avec les canonical Google. Là, je vous montre un exemple que j'avais évoqué, que j'avais parlé à une conférence au SEO Camp il y a 2 ans de ça. Donc, on est sur un site d'offre d'emploi. On a une page offre d'emploi donc pour gestionnaire des opérations, opérateur de saisie dans la ville de Clichy, donc on le voit dans l'URL, et l'autre c'est responsable logistique dans la ville de Mérignac. Et bien il se trouve que Google, pour l'URL de gauche, il n'a pas indexé la page parce qu'il a estimé que la page responsable logistique Mérignac était plus pertinente que celle qu'on avait indiquée pour opérateur de saisie de la ville de Clichy. C'est pas la même ville, c'est pas le même métier, mais pourtant Google a décidé d'utiliser comme URL canonique de la page de gauche l'URL de droite. Allez savoir pourquoi. Eh bien pourquoi? Tout simplement parce que l'habillage est strictement le même. C'est des pages qui ont très peu d'offres d'emploi, avec des termes un peu fourre-tout parce que très très vastes en arrondissement, enfin en géographie, géographiquement, ça prend plein d'annonces à la ronde et du coup, c'est pas forcément les plus pertinentes et donc on perd littéralement Google. Et là, ça donne des idées d'optimisation sur le site, de se poser les bonnes questions. Tiens, on a ces pages-là que Google n'arrive pas à traiter. Comment on va faire pour qu'il arrive à mieux en prendre compte et qu'il arrête de faire n'importe quoi avec mes canonical? Il y a une chose qui est intéressante aussi, je vous partagerai le lien, enfin je crois qu'il sera accessible dans les slides après, où je les mettrai à disposition. J'ai créé un petit GPT avec ChatGPT que je vous partage, parce que c'est vrai que quand on a tous les exemples d'URL dans la Search Console, que ce soit Google a trouvé une autre URL canonique, on a un extrait des URL, mais on n'y va pas forcément clair. On a toujours un extrait de 1000 URL maximum. Donc là, ce petit GPT, ce qu'il fait, c'est que, imaginez, vous allez dans autre page en double, Google n'a pas choisi la même URL canonique que l'utilisateur. Et bien, on va aller dans cette problématique qui est remontée dans la Search Console. On va récupérer les 1000 URL en extrait que nous propose Google et on va les coller dans le petit GPT. Et après, ce que va faire le petit GPT, il va nous indiquer le type de pages qui sont concernées. Et donc là, on voit sur les URL en question que j'avais pris, il y avait énormément d'URL entreprise marché avec un ID. On voit aussi qu'il y avait des URL avec des paramètres, des URL de type article avec des paramètres de tracking, HSTC, HSSC, etc. Et donc ça va nous permettre de comprendre par rapport à l'extrait que nous donne Google sur quelle typologie d'URL on va travailler en premier. Parce qu'on ne peut pas les prendre comme ça. Google nous dit qu'il y a un problème, mais on ne peut pas se dire, il y a un problème, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Non, on est obligé de catégoriser par type d'URL le problème pour savoir où on va mettre l'accent. Et ce GPT va vous permettre de faire ça.
Ok, donc pendant ce temps-là, Google, il fait quoi? Bah, il crawl, hein. Il crawl notre site, hein, et ça, c'est un petit rappel sur la façon dont Google met les URL dans sa liste d'attente. Et c'est aussi pour rappeler que les URL détectées, mais pas encore explorées par Google, eh bien, c'est aussi possible parce que Google a des signaux très faibles d'une URL. Il faut voir que plus une URL est populaire, plus elle est crawlée régulièrement. Donc forcément, une URL qui reçoit peu de liens, bah, elle va être un peu descendue dans la file d'attente. Si c'est une page qui change pas souvent, ça va être encore pire. Et puis, si on est sur un site qui est pas trop trusté, le crawl sera encore plus ralenti. Voilà. Donc, on a ces éléments-là. Et après, derrière, on peut regarder justement, sans forcément plonger tout de suite dans l'analyse de log, regarder dans les statistiques de l'exploration, ce que fait Google, ce que voit Google. Et là, notamment, on se rend compte qu'il y a une hausse du crawl des URL en 200, que ce sont des nouvelles URL, c'est pas de l'actualisation, donc c'est des nouvelles URL qui ont été découvertes par Google. On voit que c'est un gros pic, donc là, directement cliquer sur ces URL, donc cliquer sur les URL en 200 et puis ou même les URL découvertes et voir quelle typologie de page ça concerne. Et potentiellement, on va tomber sur des nouvelles URL que Google crawl, des URL de flux RSS ou autres, parce que Google fait parfois n'importe quoi dans son crawl. Il a faim d'URL, alors même s'il est limité parce que il essaye de faire attention à sa consommation énergétique. Pour rappel, ce que je dis dans les formations, le crawl de Google, en tout cas, la capacité électrique d'Alphabet, c'est-à-dire tout ce que consomme Alphabet chez Google par jour, c'est la même consommation électrique qu'un pays comme la Croatie ou la Jordanie. Voilà. Ça veut dire que Google, à lui tout seul, il consomme la même électricité qu'un pays. Donc effectivement, ils ne doivent pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a pas mal de pages qui n'indexent plus, qu'on a tous ces problèmes d'indexation. Mais je ne comprends pas au niveau du crawl, il aime toujours crawler des trucs bizarres. Et en réalité, il le fait parce que tant qu'il ne les a pas crawlés, il n'a pas vu ce que c'était. Et donc voilà, on a Google qui va crawler des URL de flux, des URL en Ajax qui ne lui renvoient pas forcément de contenu intéressant et qu'on va pouvoir bloquer par la suite dans le robot.txt. Au niveau de l'interprétation des données, là vous avez quelques exemples. Il faut juste faire attention parce que parfois on peut se dire, il y a toujours cette notion de crawl budget et puis de se dire, tiens, si mon site répond plus vite, Google va crawler plus d'URL. Et là, je vous prends l'exemple du milieu, juste comme j'ai encore plein de choses à vous dire. L'exemple du milieu, ça montre quoi? Ça montre qu'on a, hop, une hausse des demandes d'exploration alors qu'on a un temps de réponse qui baisse. En réalité, quand on regarde de près, on n'a pas une hausse du crawl parce qu'on a un temps d'exploration qui baisse. On a juste une hausse du crawl parce que ce jour-là précisément, début novembre 2021, Google s'est mis à recrawler plein d'URL en 301 pour faire un espèce de petit update. Donc il s'est dit, tiens, j'ai plein d'anciennes URL de sites qui sont 301. Je vais les passer en revue, voir comment elles répondent maintenant. Il se trouve quoi? Qu'une 301, ça répond hyper vite. Et donc forcément, il s'est mis à crawler plein d'URL en 301 et derrière, le temps de réponse a fortement diminué. Donc attention à la lecture que vous avez, ne vous lancez pas dans des conclusions trop hâtives. Et quand je vous disais que Google fait n'importe quoi, là on a l'exemple d'un site, faut toujours garder ça à l'esprit et ça va vous permettre justement d'aller très rapidement, quand je parlais d'optimiser moins, c'est de se dire, voilà, là on va faire en sorte d'éviter à Google d'aller crawler des URL un petit peu tordues. Il se trouve que Google, dès qu'il voit quelque chose qui ressemble à une URL dans le code HTML, il y va. Donc là, dans le bout de code HTML, à un moment, il voit un truc qui s'appelle /RSS data / avec un ID. Et ça, c'est pas un lien, mais ça ressemble à une URL pour Google. Il fait quoi? Il le crawl. Il le crawl, il le crawl. Et puis après, ça fait des spider traps. Et il se trouve que les URL derrière répondaient en 200. Donc forcément, énorme problème d'indexation, d'URL pas pertinente. D'où l'intérêt de regarder régulièrement et de suivre régulièrement plutôt que de faire des gros audits. Vaut mieux regarder de façon ponctuelle ce qui se passe dans la Search Console pour remonter des infos intéressantes aux clients. Et puis, toujours le crawl budget, moi, il y a un petit peu un truc qui m'agace, ça reste pour les gros sites. Google fait la balance entre son besoin d'exploration, voilà, il explore plus les sites populaires, il connaît un petit peu l'inventaire d'un site et ce qu'il doit crawler pour avoir le maximum de data d'un site web, et il recrawl certains contenus pour pas proposer des URL obsolètes. Donc ça, c'est son besoin d'exploration d'un côté. De l'autre côté, plus votre site répond rapidement, s'il est gros, plus Google va se dire, ah tiens, je peux taper un peu plus parce que ça répond vite et du coup, je vais pas faire tomber le serveur. Mais ces ressources ne sont pas limitées, donc c'est pour ça que parfois Google doit se limiter à ce qui crawl. Donc le crawl budget, on garde à l'esprit que on est surtout sur des sites qui vont avoir, allez, on va dire peut-être
entre 50 000 et 100 000 URL. Au-delà de ça, c'est pas parce que Google a plus de place ou a plus de bandes passantes qu'il va forcément crawler plus d'URL de votre site. Et d'ailleurs, je reviens un petit peu sur des idées reçues qu'on a au crawl budget. Voilà, si je supprime des pages qui sont pas utiles pour économiser le crawl budget, bah, c'est pas parce que j'enlève des pages pas pertinentes que Google va crawler plus de pages pertinentes. Parce que peut-être qu'il avait déjà le temps de les crawler, ces pages pertinentes, qu'il faisait déjà son petit bonhomme de chemin tout seul. Voilà, c'est pour s'il estime qu'il a fait son travail, il n'ira pas visiter plus d'URL forcément. Et puis le crawl budget, c'est pas fixe, on le voit bien. Justement, quand il y a beaucoup de contenus qui sont publiés lors de refontes ou des choses comme ça, on voit que Google peut accélérer un petit peu son crawl en fonction de certains éléments. Donc, je verrais plutôt ça comme une vitesse de croisière. Petit rappel, ça, hein, c'est un petit peu caché, mais dans les statistiques pour l'exploration, vous avez le host status qui permet de voir justement le nombre de requêtes qui n'ont pas répondu. Et là, on tombe sur un site où effectivement, on voit que ça, c'est dans la limite du raisonnable pour Google, mais ce sont des choses à surveiller et à remonter potentiellement à l'IT pour savoir ce qui a créé le problème ici. Donc, c'était quoi à cette date-là, en 2024, là, au mois de juillet, un peu après le 20 juillet, pour éviter que ça se reproduise. Maintenant qu'on a passé un petit peu en revue la Search Console, l'idée c'était vraiment de vous permettre d'aller plus vite et de ne pas vous perdre dans les abysses de la Search Console parce qu'on peut y passer énormément de temps sans pour autant ressortir suffisamment de data. Donc là, vous allez pouvoir regrouper vos URL déjà par type. Ça vous fera gagner du temps. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de faire un petit inventaire aussi des URL. Alors, je ne sais pas combien de temps il reste. Je ne sais pas si Dan ou Alain peuvent me dire dans le chat privé, mais n'hésitez pas. Avant de donner à manger au client et justement de lui envoyer tout un tas de recos, eh bien, on va comprendre le site, comment il marche. Là, je vous prends l'exemple du site Sephora. On va déjà parcourir les SERP pour regarder et pour plutôt que de se lancer dans un streaming frog direct, bah voilà, le site, qu'est-ce qu'il a, comment il est construit. Là, on voit qu'on a des pages de store locator, des pages produits. On a des pages dont les titres sont pas optimisés. J'ai une page qui s'appelle Tarte, je crois que c'est une marque de parfum. On a une page qui s'appelle Dissolvant, mais ça peut être du dissolvant pour peinture de carrosserie de voiture. Donc là, on se rend compte qu'il y a déjà rien qu'en faisant la commande site 2 points, pour regarder toutes les pages indexées du site, on a déjà une idée de ce vers quoi on pourra aller et pour améliorer notre SEO. J'interviens juste pour te dire que tu as encore 10-15 minutes tranquillement. Super Dan, merci beaucoup. Top, c'est gentil. Donc voilà, ça c'est vraiment sentir le site, comprendre un petit peu et très souvent, quand vous utilisez la commande site 2 points sur un site web et que vous avancez dans la pagination, vous allez tomber sur des pages loin qui ne sont pas forcément pertinentes, qui traînent, qui sont là, des pages en lorem ipsum, des pages de test ou autres. Et donc ça va être une alerte justement pour votre client pour trouver justement toutes les pages creuses. Et là, je vous parle vraiment, quand je parle d'optimiser moins, c'est qu'avant de se lancer dans toutes les optimisations, on peut déjà gagner beaucoup en faisant le ménage. Et là, je suis vraiment en mode, un peu comme dans l'émission, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, sur M6, là, où ils font le ménage pour les gens qui ne savent pas faire le ménage et qui se retrouvent avec plein de trucs qui s'empiètent. Déjà, c'est intéressant aussi de comprendre tous les sites qu'a le client. Parfois, la personne, votre interlocuteur, n'a pas la connaissance de tous les sites ou tous les sous-domaines qui existent parce qu'elle vient d'arriver ou autre. Et donc, en combinant des petites commandes Google, comme je vous le montre ici, là, dans Google, vous tapez site2.sephora.com, moins une URL 3W, moins une URL communauté. Et donc là, on va enlever tous les sous-domaines. Donc, je vais avoir tous les sous-domaines, sauf le 3W, sauf le community, sauf le site mobile, sauf le site jobs. Et donc, on va voir tous les sous-domaines que Google connaît. Et potentiellement, parfois, ça donne des bonnes idées de maillage. Vous allez tomber sur des sous-domaines de jeux concours qui font même pas de lien vers le site principal. Et donc là, c'est une opportunité. Et puis, vous avez aussi des sites comme Security Trails qui vous permet pour un propriétaire, on va dire, de nom de domaine, de voir tous les noms de domaine dont il est propriétaire. Et donc ça, c'est intéressant pour comprendre, parce que parfois, on va pouvoir s'appuyer sur ces sites pour faire du maillage et également s'appuyer sur ces sites pour indiquer au client, attendez, il y a ce site-là qui existe, est-ce qu'il est toujours pertinent? Les pages qui sont indexées ne sont pas forcément folles, elles peuvent se cannibaliser avec d'autres pages du site principal et donc voir comment faire pour optimiser tout ça au mieux. Et donc, avant d'optimiser, on va enlever tous les ingrédients qui n'ont pas de saveur pour notre recette de cuisine. Et qu'est-ce qui n'a pas de saveur? C'est toutes les pages vides. Et l'avantage, c'est qu'en fonction des sites, vous allez avoir des empreintes pour les détecter. Quand je parle d'empreintes, c'est voilà,
par exemple un site de e-commerce qui a une page de produits vide, eh ben on va avoir un élément dans la page qui va dire voir les 0 produits, parce que la page en question, là, les soldes, moins 30%, il n'y a plus de produits qui sont disponibles dans cette page. Donc, à partir du moment où on sait que le CMS renvoie ce message-là, on va pouvoir utiliser la commande site de points, coupler, voir les 0 produits, donc avec ce texte entre guillemets pour rechercher la phrase stricte. Et donc, on va trouver toutes les URL qui sont indexées, qui sont dans l'index de Google et qui sont vides. Et après, on va voir comment les traiter. Soit les faire désindexer, soit les sortir du maillage si elles sont plus d'actualité pour éviter d'envoyer du jus vers des pages qui sont vides. Et tout ça, c'est également vrai pour les sites d'édito ou d'actu qui ont des pages de rubriques qui sont vides. Imaginez qu'ils ont fait le ménage ou des choses comme ça. On peut avoir cette même typologie d'empreinte. Donc là, il faut fouiller un petit peu pour essayer de trouver quelles sont ces phrases clés qui vont vous permettre de détecter ces URL vides dont on va pouvoir s'occuper. Et vous avez aussi cet effet-là. Alors, vous pouvez le trouver dans les pages vides. On peut aussi les trouver dans Screaming Frog. Vous lancez un crawl. Et puis, vous regardez, on a une colonne un petit peu à droite dans tous les éléments qui nous permet d'avoir le nombre de mots dans la page. Et il se trouve qu'une page qui a 37 ou 38 mots ou 42 mots, potentiellement, c'est une page qui est un petit peu vite. Donc, on va pouvoir également via Screaming Frog trouver les pages qui ont très peu de contenu. Je crois d'ailleurs que maintenant Google a un onglet contenu qui va permettre d'accéder directement à ces éléments. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est aussi très attention à ce qu'on appelle la pagination flottante. C'est-à-dire, là, imaginez, vous avez une page de catégorie bijoux, colliers. Il y a une page 3, elle contient des produits, et puis il se trouve que le site web, à un moment, il va avoir moins de colliers dans son inventaire, il va avoir que 2 pages de pagination. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la page 3, elle sera vide. Il y a certains sites, il y a certains CMS qui renvoient des codes 200. Donc, qui renvoient un code 200, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une page vide qui est indexée. Plus on va en avoir, plus ça va polluer l'index, et plus ça enverra un signal mauvais à Google, vraiment, quand ce nombre de pages est important, qui peut impacter l'ensemble du site. Voilà. Donc, quand je vous dis, n'hésitez pas à forcer la dernière page paginée, ça veut dire que vous êtes sur un site de e-commerce ou un site d'actu, vous allez dans une catégorie, vous allez à la dernière page, et si c'est page égale 7 qui s'affiche ou P égale 7 en haut dans l'URL, vous mettez P égale 8. Si ça répond en 404, c'est plutôt bon signe. Si ça redirige en 302 vers la page juste d'avant qui a des produits, c'est aussi une bonne pratique. Dédicace à David Gros. Et voilà, ça vous permet de savoir comment c'est géré, parce que ça peut faire pas mal de bruit sur les sites qui ont beaucoup de mouvements dans les pages de sous-catégories de catégories. Au niveau de la pagination, alors effectivement, c'est toujours un problème de se dire tiens, la pagination, est-ce que c'est pertinent? Quand on est sur un site qui vend des meubles, comme Maison du Monde, est-ce qu'avoir une page meuble qui liste 22 000 produits, est-ce que c'est pertinent? Je suis pas certain. Donc là, c'est bien d'avoir des produits, mais c'est peut-être mieux d'ouvrir la pagination sur les pages les plus profondes en réalité. La pagination, elle doit arriver au plus profond dans l'arborescence. Donc là, c'est une reco assez simple, mais qui peut avoir un très fort impact sur le site. Ça va être d'avoir une pagination plutôt restreinte sur des pages très très hautes dans l'arborescence. Pourquoi? Parce que une robe femme, ça va être plus par exemple, si j'ai une là c'est robe femme. Voilà, si j'ai une robe femme, la coupe, je sais plus, je connais plus trop, mais robe femme verte par exemple, et que j'ai une page robe femme verte, ça va être plus pertinent qu'elle soit maillée à partir de la page robe femme verte plutôt que la page robe femme. Donc, on a intérêt à avoir de la pagination, mais plutôt au plus profond de notre arborescence pour améliorer la pertinence du maillage. Et donc, ça, c'est pour optimiser moins. Marocco, c'est justement désoptimiser toute la pagination. Et là, ça va vraiment vous permettre de gagner plus en désoptimisant. Là, c'est ce qui se passe sur le site de Conforama. On voit que toutes les pages paginées n'ont pas juste table basse pas chère dans le titre, mais il y a page 1, page 2, page 3. Donc voilà, on brouille un peu les signaux pour Google. Pourquoi? Parce que dans certains cas, comme la dernière page est très souvent maillée, il se peut que sur une requête de ce type, table basse pas chère, Google décide de mailler la dernière page. Parce que vous savez, souvent, quand vous avez de la pagination, vous avez un lien direct vers la dernière page. Voilà. Donc, c'est une page qui reçoit beaucoup de liens. Donc, elle peut se cannibaliser avec la première page de listing. Ça arrive aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va désoptimiser. On va toujours mailler la première page d'une série pour être sûr que ce soit celle qui reçoive le plus de jus, le plus de popularité. Et on va également garder le texte descriptif de la pagination uniquement sur la première page.
Bon, ça, je vais passer, mais voilà, c'est vrai que quand vous n'avez pas la main sur le CMS, vous avez des outils de Edge SEO type Fastoras qui vous permettent de modifier le HTML à la volée. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand on n'a pas la main sur le CMS et qu'on a des choses qui sont difficiles à faire, cet outil-là ou ce type d'outils sont parfois un peu la clé. Et puis, je me rends compte que j'ai beaucoup trop de slides. L'outil ne fait pas l'artisan. Ça, c'est un peu pour vous dire de vous méfier de toutes les recos que vous donnent les outils type Screaming Frog ou autres, parce que c'est leur système de notation et en fonction des sites sur lesquels vous travaillez, bah, ça ne va pas avoir forcément le même impact et le même degré d'importance pour vous. Et très souvent, plutôt que de se plonger direct dans ce qu'indiquent les outils, il y a beaucoup mieux à faire. Pourquoi? Parce que les outils, ça ne nous dit pas tout. Par exemple, si je fais un crawl et que j'ai pas d'URL en 404, bah, pour moi c'est très bizarre parce que les 404, ça fait un peu partie, même si on n'aime pas ça, ça fait un peu partie de la vie d'un site. Et parfois, bah, justement, on a en appelant une URL au hasard sur le site en question, monsite.com/toto-titi, bah, si la page répond en 200 et pas en 404, bah, c'est normal que j'ai pas de 404, c'est qu'il y a un problème au niveau de la configuration du serveur. Pareil, on peut se dire tiens, j'ai pas d'URL qui sont bloquées dans le .txt. Bah, tant mieux, ça veut dire que Google peut tout crawler, mais oui, parfois ça peut être du crawl inutile. Et puis, pareil, au niveau des canonicals, c'est pas parce qu'il y a écrit qu'il y a une canonical que c'est bien, parce qu'il y a encore cette mauvaise pratique de faire une canonical vers la première page d'une série de paginations. Et ça, je ne le recommande absolument pas parce que ça embrouille plus Google qu'autre chose. Et puis, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est ne pas faire de la reco pour faire de la reco. Parfois, les clients, ils se retrouvent submergés avec des fichiers Excel. Tenez, il faut modifier tous ces liens pour éviter des liens vers des URL en 404. Ça veut dire que le client, il va devoir trouver quelqu'un ou un bon stagiaire qui a du temps disponible pour éditer les articles, modifier le lien, renvoyer vers la bonne URL. Alors qu'en soi, ça va être très fastidieux et ça va pas changer grand-chose. Donc là, on aura plus vite fait de prendre les URL qui sont en 404 et de faire des redirections 301 sans forcément modifier les liens dans les pages. Et on va gagner un temps énorme. Pareil, tiens, il y a des pages métadescriptions qui ont des métadescriptions qui sont vides, il faut les remplir. Bah, c'est bien, mais si je remplis des métadescriptions sur des pages qui sont positionnées en page 30 de Google, ça ne va pas tout révolutionner. Donc là, on va prioriser, on va regarder les pages qui génèrent des impressions, qui n'ont pas de métadescription, et puis on va les travailler par ordre de priorité par rapport à nos besoins et notre stratégie SEO. L'idée, c'est vraiment de savoir qui va le faire et est-ce que ça change vraiment la donne pour pas envoyer votre client avec cet effet déceptif d'implémenter plein de trucs. J'ai passé une demi-journée à modifier tous tes liens, Émeric, et mon trafic, il n'a pas bougé, ça fait 3 semaines. Est-ce que c'était vraiment utile? Voilà, on va essayer d'aller au plus efficace. Et là, c'est un exemple de reco très efficace que vous pouvez faire. On est sur un site, et ça, c'est une petite modification à un endroit qui va impacter l'ensemble du site. On est sur un site qui fait des liens sur l'ensemble d'un bloc. C'est-à-dire que là, on a un produit, un téléviseur HD. Il se trouve que le lien, il est fait à la fois sur le produit, à la fois sur le prix, à la fois sur les étoiles, les avis, le prix barré, vendu par but, etc. Et donc, dans l'encre de lien, Google, bah, il a plein de textes parasites. Il a du prix, il a des avis, il a vendu par, il a 34%, il n'en a pas forcément besoin. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est faire l'encre de lien uniquement sur le titre du produit, four encastrable indesit avec la référence, et on va rendre l'ensemble du bloc cliquable via JS. Ça, c'est un tout petit truc, mais ça peut vraiment avoir un impact. Pourquoi? Parce que c'est énormément de liens sur un site avec des listings produits, et donc on va vraiment transférer de la sémantique plus propre aux pages de destination et améliorer notre trafic long tail. J'ai peur que ce soit bientôt la fin, Dan. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Je ne sais pas. Oui, oui, ouais. tu peux. Tu as encore un peu de temps, vas-y. Ok, ça marche. Là, c'est une approche qu'on n'a pas souvent. Pourquoi? Parce que les outils ne nous le permettent pas. Alors, je crois que l'outil TotSEO, là, dont tu parlais Dan, tout à l'heure, avec les aspects maillage interne, ça peut amener vers ça. Mais voilà, il se trouve que sur un site sur lequel j'ai travaillé, on s'est rendu compte que on avait des encres de liens optimisées. Donc là, je vous prends l'encre de lien régime végétarien, qui était utilisée à différents endroits et qui pointait jamais vers la même URL. On se rend compte qu'une fois, ça pointe vers l'URL principale qu'on veut, l'URL 1, et puis parfois, le lien régime végétarien, ça pointe vers une autre URL qui part de régime végétarien. Parfois, c'est encore une URL 3 et une URL 4. Et Google, avec ça, il se paume complètement, c'est-à-dire que quand il regarde les encres de lien en se disant « Ah bah tiens, régime végétarien, c'est vers l'URL 2, et puis non, en fait, non, c'est vers l'URL 3, etc. » Ça peut causer énormément de problèmes pour Google. Donc, c'est là où nous, on va être force de proposition
Là, c'était un petit script Python que je pourrais vous partager par la suite parce qu'il est sur mon autre ordi que je ne l'ai pas encore récupéré tout à fait. Il faut que je retrouve dans mes sauvegardes. Voilà, régime végétarien, j'avais 12 URL de destination différentes. Et en tout, ça représentait 46 liens. Donc parfois, j'ai un lien vers l'URL 2, parfois un autre lien vers l'URL 2, etc. Qui n'est pas la page cible, la page principale que je travaille sur la requête régime végétarien. Donc c'est quand même franchement dommage. Et là, le script Python, ce qu'il fait, c'est qu'à partir d'un full export de tous les liens du site de Screaming Frog, attention, c'est des fichiers qui peuvent faire beaucoup de mégaoctets, si ce n'est pas des gigaoctets en fonction de la taille du site. On va identifier tous les liens avec la mauvaise landing via le script Python. Et après, on peut potentiellement les remplacer automatiquement dans la base de données. Et ça, on l'a fait sur un certain nombre d'encres de liens sur le site en question. 110 encres optimisées, voilà, on s'est rendu compte, tiens, péridurale, cycle menstruel ou des choses comme ça c'était un site santé. On s'est rendu compte qu'il y avait près de 61 liens qui pointaient vers la mauvaise page. Donc effectivement, quand on regarde le pourcentage d'encre qui ne pointe pas vers la bonne URL de destination, on se dit on est complètement à côté de la plaque en termes de maillage interne. Et donc là, c'est un travail un petit peu de petites fourmis à faire au début, mais vous n'imaginez pas l'impact que ça peut avoir par rapport à des optimisations de la redirection de contenu ou de la création de cocons sémantiques. Je ne dis pas que ça ne marcherait pas, mais je dis que là, juste avec le maillage interne, on peut faire des vrais miracles. Et puis regardez aussi les pages qui sont trop maillées et qui ne génèrent pas du tout de trafic. Donc ça, vous pouvez le regarder en vous connectant à l'API de la Search Console et Screaming Frog. Alors très souvent, c'est les pages, ce que j'appelle des pages racines, les mentions légales, les conditions générales de vente, les pages de contact ou autres, ou des pages qui ne répondent pas à une intention de recherche. Et donc là, on va faire de l'obfuscation de liens. Le gros problème avec l'obfuscation de liens, c'est que les clients, ils ont peur. Et c'est très rarement implémenté. Ils ont peur parce qu'ils disent « Oulala, c'est interdit par Google, on va cacher des trucs ». Ou alors ils ne comprennent pas l'utilité, ou alors ça peut aussi poser des soucis d'accessibilité. Pour là, on a une personne qui est non-voyante et un lien obfusqué, dans son logiciel, il peut tout simplement pas naviguer dessus. C'est pour ça que l'idée, quand vous voulez faire de l'obfuscation de liens, c'est vraiment d'accompagner le client pour lui expliquer le pourquoi du comment et comment bien l'intégrer pour pas que ça pose de problème justement d'accessibilité et que ce soit correctement implémenté. Et là, je vous ai mis un lien vers une personne qui fait de l'accessibilité web et de l'UX, qui s'est justement posé sur la question de l'obfuscation de liens et qui propose un code qui permet justement d'avoir des liens qui vont être accessibles pour les personnes qui ont des logiciels qui leur permettent de passer de lien en lien, des personnes qui sont malvoyantes ou autres, et également de ne pas transmettre la popularité à certaines pages pour la conserver et mieux la diffuser à l'ensemble du site. Je pense que je ne vais pas passer à cette partie parce que c'est une partie web. C'était un petit bonus web perf, mais le temps étant compté, vous aurez les slides par la suite. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que ça va être un peu dur la web perf pour finir. Non, mais tu as raison. Et de toute façon, tout le monde aura les slides et le replay. Okay. Donc voilà, ne t'inquiète pas pour ça. Et puis comme ça, et puis là, on va pouvoir quand même répondre à 2-3 petites questions. Tac, on va passer comme ça. On va te remettre au centre. Déjà, avant de merci passer pour aux la questions, conf, en tout cas. Ouais, merci beaucoup, justement, c'est ce que j'allais dire. Déjà, avant de passer aux questions, merci infiniment à tout le monde et encore à toi, Imric, pour cette super conférence et vraiment les nombreux tips. Donc, je refais un petit tour. Camille, Nelly, Charlie, Roman, que j'oublie personne, Nathan et maintenant toi. Voilà, vraiment beaucoup de tips. On a été presque 800 sur la journée. Donc voilà, bravo à tout le monde. Comment avoir accès au replay? On s'abonne à la chaîne YouTube Lise Garden et vous allez avoir les slides aussi demain. Mais voilà, c'est pour la meilleure solution pour avoir les replays, c'est de s'abonner à la chaîne YouTube Lise Garden. Voilà, merci vraiment encore pour tout ce bon contenu à tous les intervenants. Et maintenant, pour passer aux quelques petites questions. Alors, celle-là est très pertinente parce qu'on se la pose souvent. Les agences immobilières, ceux qui vendent des voitures et tout. Petite question pour les redirections des pages produits. Exemple, dans l'auto où les pages produits sont éphémères et uniques à un seul véhicule, quelle redirection faire quand on a vendu un bien justement ou une voiture? C'est une bonne question ça. Après, ça dépend du flux parce que c'est vrai que moi, ce qui me fait un peu peur avec les redirections 301 pour l'avoir vu sur certains sites, c'est que à force, à terme, ça peut être pénalisant. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'il y a certains sites justement qui font des pages produits
donc quelqu'un qui vend son véhicule d'occasion, j'imagine qu'on est un peu sur ce type de page, qui ont décidé de ne pas faire indexer les pages produits en fait. Ils ont des pages hub, des pages de listing, mais les pages produits, ils ne les font pas indexer. J'ai déjà vu ces recos-là. Après, ce qui peut être intéressant, alors ça c'est un petit tips que je donne qui peut marcher sur sur différentes typologies de sites. Je pense notamment à tous les sites type VP, vente unique ou autre, c'est d'utiliser la balise Meta Unavailable After. La balise Meta Unavailable After, elle est peu connue, mais elle permet de donner une date de fin à la page. Donc, si c'est quelqu'un qui paye pour mettre une annonce et qui paye pour que son annonce elle soit présente 1 mois sur le site, et ben à partir du moment où il dépose l'annonce, on peut mettre l'indication dans la page HTML de l'annonce, la balise Meta Unavailable After, qui va indiquer, ben voilà, on est le 2 février, bah, ta page, elle sera plus disponible le 3 mars. Et donc, Google, il va indexer la page, il va potentiellement la remontrer dans les pages de résultats. Et comme il aura vu cette indication-là, le 3 mars, je l'ai déjà essayé cette balise et ça marche relativement bien. On va dire, allez, le 4-5 mars pour être sympa, la page, elle disparaît de l'index. Voilà. Et donc ça, c'est assez efficace. Ça peut être une solution. Mais attention aux redirections parce que c'est vrai que très souvent, on pense rediriger des URL, on pense bien faire parce qu'on envoie du jus, mais après, on envoie du jus à partir de pages qui sont plus maillées, donc, qui perdent énormément de valeur. Je vois Dan qui hoche la tête, qui n'est peut-être pas forcément d'accord. Oui, ça peut être des pages qui reçoivent des liens externes ou autres, mais faut que ça reste bien dosé. Oui, puis ça reste des pages éphémères. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui pensent que la redirection 301, c'est une solution. Mais en fait, il faut savoir que la 301, c'est une erreur. C'est un code d'erreur. Donc, ça veut dire que quand tu la mets en place, tu as un site qui a 100 pages et que tu fais que à toutes les migrations, tu fais des redirections 301, mais en fait, tu crées des erreurs. Il faut corriger ces erreurs-là en modifiant les sources. Sauf, bien sûr, quand c'est des backlinks, c'est un peu plus compliqué. Mais quand c'est sur ton site, il faut qu'il y ait 0,301, quoi. Faut vraiment tout corriger ça. Que ça soit pris en compte dans l'index de Google. Une fois que Google, il a compris, bah, en fait, la 301, elle sert plus à rien, en théorie, quoi. Voilà. Ouais, et puis ça purge aussi parce que la 404, on a toujours peur des 404, mais en fait, une 404, c'est comme un produit qui est plus dispo à la Fnac, bah, ils en mettent un autre, hein, ils remplissent le rayon avec autre chose. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Donc, la 404, c'est grave si c'est sur une page qui génère du trafic hyper stratégique, mais ça fait partie de la vie d'un site. C'est ça, exactement. On en avait une autre sur la commande site de points. C'est plutôt sympa parce que bah, justement, elle a un peu évolué. Et là, il y a une personne qui n'arrive plus à avoir le nombre de pages indexées avec la commande site de points. Donc, on va peut-être l'expliquer comment voir quand même. Je te Tout à laisse fait. Alors, ça marche encore, Louisa, ça marche encore. Il faut juste, donc, effectivement, taper la commande site de points et cliquer sur l'onglet Outils de la barre de nav Google. Et là, on va voir le nombre de résultats indexés. Ça reste un ordre de grandeur, un site de points, mais voilà, en cliquant sur l'onglet Outils, ça va afficher le nombre de pages indexées. Voilà, on avait. Hop. Pour des petits sites e-commerce, tu conseilles d'indexer les pages de pagination ou pas? J'ai un site qui a plus de pages de pagination que de pages de contenu. Ton avis sur L'infinite scroll, j'imagine. Ouais. Alors après, ça dépend parce que s'il y a beaucoup de pagination et qu'il y a que quelques produits qui sont rangés dans moult catégories, je suis pas sûr que ce soit très pertinent. La pagination, je la mettrais au plus profond, c'est-à-dire vraiment qu'on est dans des sous-catégories, mais pas nécessairement sur des pages de catégories. Il faut voir que la pagination, son objectif, c'est pas de positionner les pages. C'est pour ça que je disais qu'il faut les désoptimiser pour gagner plus. Mais vraiment de permettre à Google de découvrir les pages produits et les crawler. C'est à ça que ça sert la pagination. Donc, si tous les produits sont accessibles via différents biais que ces pages paginées, c'est pas forcément utile de les faire indexer. Et pour l'infinite scroll, il y a des techniques qui permettent à Google de naviguer quand même, et ça peut être une solution d'avoir un infinite scroll qui n'est pas optimisé SEO, parce qu'on peut l'optimiser SEO. On peut le faire, et comme ça évite effectivement d'avoir trop de pages paginées si il y a trop de catégories avec peu de produits. Top. Eh ben, merci beaucoup, Émeric, pour cette conf encore avec énormément de contenu. Je le répète, avant qu'on clôture cette journée, les replays seront disponibles sur la chaîne YouTube de Links Garden. Donc, n'hésitez pas à vous abonner.
Et les slides vont vous être envoyés, si vous vous êtes bien inscrit à la journée, vont vous être envoyés demain. Donc voilà, merci encore à tous les participants. On a été plus de 800. Bravo à tous les speakers. Je vais les renommer une dernière fois. Camille, Charlie, Nelly, Roman, Nathan et Emeric. Merci à vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire comme eux. Tout le monde a des choses pertinentes à dire. Je vais faire un appel à quelqu'un qui était dans le chat, David de 410 Gone, qui m'a dit, mais je ne sais pas quoi dire. Eh ben, je sais qu'il a des choses à dire. Toujours quoi dire. Voilà, arrêtez de vous cacher. Voilà, vous pouvez venir faire une conférence. On a tous des choses intéressantes. On a tous des niveaux différents aussi. Faut pas croire, hein, là, sur les 800 personnes qu'il y avait sur le live, tout le monde n'est pas expert SEO. Donc, vous allez forcément apprendre des choses à quelqu'un et vous avez forcément un retour d'expérience pertinent sur un projet, sur quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, comme vous avez vu sur la SEO Garden Party. Il y a des gens qu'on a l'habitude de voir, comme Emeric justement. Il y a des gens qu'on voit moins souvent, et ainsi de suite. Le but de la SEO Garden Party, justement, c'est d'ouvrir les portes à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines et à proposer des sujets si vous avez envie. Merci Dan et Alain d'avoir mené cette journée avec brio, en tout cas. Bravo à vous. Ouais. Merci à Dan d'avoir co-animé avec moi. C'était un réel plaisir. Et ben, de rien. Donc c'était cool de faire un truc avec toi. Ouais, bah écoute, pareil, hein, c'était, il y avait beaucoup de sujets finalement, il y avait beaucoup de tips, voilà, il y avait plein de petites choses à prendre aussi sur les réponses aux questions que les intervenants ont données. Donc c'est ça aussi qui est vachement bien, je trouve, dans cet event. Donc merci à toi et puis merci à tous Ah ouais, et à toutes. alors là, Michael Chalet qui me fait un coup bas en disant allez l'OM à la fin de la journée. Alors ça, c'est pas joli, Mitch. En ce moment, en plus. Franchement, je trouve ça petit, mais bon. J'accepte de ta part et on n'en dira pas plus ici. Et il le payera un jour. Ouais, alors ça, franchement, je te jure, celui-là. Bon, voilà, merci à tous. On rappelle, hein, pendant la fin, là, j'ai mis le slide, j'ai mis le bandeau, pardon, pour avoir l'offre Links Garden. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci encore à tous. Bonne fin de journée à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à venir consulter, à venir discuter avec les différents speakers que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. N'hésitez pas à venir directement vers nous aussi pour Links Garden. N'hésitez pas à aller voir Dan. Voilà, les prochains événements. Donc, il y avait le SEO Summit le 5 et 6 décembre de Elliott, où il y aura pas mal de personnes et de conférences aussi intéressantes. Et en live aussi, il y a le prochain événement de Romain Pirotte, qui est, si je me rappelle bien les dates, tac. Si je peux me permettre de faire un peu de promo aussi pour un événement qui a lieu à Strasbourg, on n'a pas encore communiqué sur le sujet, mais c'est la 3e édition d'Oplabiz qui aura lieu le 21 novembre. Et peut-être d'ailleurs, il y a peut-être une petite surprise Links Garden qui va y arriver. C'est encore en discussion, mais moi ça me ferait bien plaisir. Donc voilà, et c'est un event plus digital, mais il y a quand même aussi un peu de SEO, il y a de l'automatisation. On va bien sûr parler d'IA et ce genre de choses, quoi. Voilà. Top. Eh ben, merci à tout le monde. Bonne fin de journée et allez l'OL du coup, même si en ce moment le cœur est lourd. Mais je suis obligé de quitter, Mitch. Bonne journée. Bonne fin de journée. À bientôt.